Bonjour à toutes et à tous. Je ne vous cache pas que pour moi, faire cette vidéo, c'est un grand moment. Ça fait 7 ans que j'attends de pouvoir faire mon droit de réponse concernant l'affaire d'Agen. 7 ans que j'attends de pouvoir dire la vérité. 7 ans que tout a été fait pour que je sois empêchée ou d'autres personnes soient empêchées de dire la vérité sur cette affaire. On m'a tellement fait de mal, on a tellement menti sur ce sujet en utilisant mon nom, mon image, mais surtout qui je suis. C'est parce que c'est ce que je suis capable de faire qui a créé cette affaire-là, qui était confidentielle à l'origine, qui n'avait aucune raison de sortir dans la presse d'une façon ou d'une autre, qui n'a aucune preuve de ce qu'on avance. Mais il fallait me détruire, il fallait me bloquer à tout prix. Et je vais vous présenter tout ça dans une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. J'avoue que j'ai beaucoup d'émotions à le faire parce que c'est la première fois, enfin, que j'attends ce moment. Je me suis écrit tout un cheminement pour vous expliquer tout cela. Je vais vous présenter une seule preuve, une seule, que je trouve qui est celle que je pouvais le plus présenter afin de faire comprendre qu'il ne s'agissait absolument pas d'un suicide, sachant qu'on en a des tas d'autres. Et quand je dis on, c'est parce que nous étions une équipe. J'étais pas toute seule à travailler sur cette affaire durant 4 mois. Non, nous étions une équipe. Et dans l'équipe, il y avait quand même un balisticien expert auprès des tribunaux. Il y avait des légistes. Il y avait quelqu'un qui était expert auprès des questions culturelles. J'étais pas toute seule. Donc Hold Up a permis de faire ressortir cela pour les personnes qui veulent casser cet excellent documentaire. Alors pourquoi j'apparais dans la première juste à la fin quelque temps? J'ai pas vraiment la réponse. J'ai été interviewée durant à peu près 2 heures. J'ai passé des messages très forts qui étaient autour de mon envie de patriote vis-à-vis du peuple que nous sommes, de faire passer des messages, et aussi mon côté humaniste, de mettre des mots-clés, des messages clés qui n'ont pas été repris, alors qu'il y avait certains passages où on pouvait parfaitement les remettre. Mais j'imagine que l'équipe n'avait pas le temps, tout simplement. J'ai contacté Pierre pour lui expliquer que me mettre juste à la fin de cette façon-là, ça risque de pas être très compris par les néophytes. Ce qui peut être juste ou faux, je ne savais pas trop. C'est un métier qui est quand même très nouveau. On a 160 ans de retard en France sur le sujet. Quand je dis nouveau, c'est par rapport à la culture française, mais pas par rapport à d'autres pays. Et on a quand même 160 ans de retard sur le sujet. Donc je me mettais un peu à la place de toute personne qui ne connaissait pas ce métier, qui peuvent se poser des questions légitimes du reste. Et pourquoi on la met quelques secondes à la fin au niveau du générique. J'ai eu même des retours clients qui trouvaient que c'était un peu trop juste, un peu trop light par rapport à ce que je pouvais apporter et faire. Et bref, donc Pierre m'a dit qu'il allait revisionner l'interview et qu'il allait rajouter un ensemble de choses. Et ça, c'est pas fait. Donc j'imagine très bien que c'est totalement lié au travail qu'ils ont eu. Et mon équipe, je garde mon soutien pour toute l'équipe malgré tout et pour ce très bon travail qu'ils ont fait, qui est perfectible, mais comme tout dans la vie, personne n'est parfait. Donc je maintiens mon soutien. Donc au-delà de ça, il y a eu quelques petites polémiques qui sont sorties sur une presse qui a été écrite il y a donc 7 ans à mon encontre, avec une histoire complètement ubuesque. Et cette histoire, c'est la même histoire qu'a reprise Madame la juge quand je suis arrivée au tribunal. C'est-à-dire que quand je suis rentrée au tribunal, alors pas la première fois parce qu'il y a eu je vais appeler ça un vice de procédure, pardon, pour les juristes, je ne me rappelle plus du nom précis, mais qui a fait qu'on a reporté le procès. Et lors de ce procès, donc, quand la juge a pris la parole me concernant, elle n'a fait que relater les faits qui étaient dans la presse, et non ce qui était lié au dossier. Je savais de toute façon que j'avais perdu, parce que je savais qu'il fallait ma peau, il fallait ma tête. J'étais au courant parfaitement de qui était derrière cela, et pourquoi on était derrière cela. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas très malin de faire ressortir cette affaire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont touché de l'argent sur cette affaire, dont des journalistes. Il y a un journal qui a été redressé, une radio qui a pris du pouvoir, un peu plus de poids, dont l'un des membres fondateurs de cette radio, ou membre dirigeant, on va dire plus exactement, je l'ai aidé gratuitement.
lors d'une affaire où il a été enquêté, il était enquiquiné sur une affaire en fait, et je l'ai aidé gracieusement, ce qui l'a du reste beaucoup aidé. Cette même personne, lorsque la presse a sorti ses infamités me concernant, il a dit, écoute, je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. C'est vendu. C'est vendu. Mais je savais qu'il était au courant. Je savais qu'on est allé le voir pour lui dire tout un ensemble de mauvaises choses me concernant. Je le savais. Je sais exactement ce que ces gens ont fait de A à Z. Je n'avais rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Sauf à mon avocat, qui ne m'a pas cru. À mon avocat, à chaque étape, je lui disais, ils ont fait ci, ils ont fait ça, il y a ci, il y a ça. Il me dit, mais non, attendez, vous affabulez, même tous, attendez, arrêtez, arrêtez. Bon. On se sent bien seul dans ces cas-là. C'est pas toujours marrant de savoir des choses quand on travaille sur un domaine où pas grand monde, quasiment peu de monde. Mais l'avenir m'a toujours donné raison. C'est vraiment pas drôle. Et c'est encore moins drôle quand on est une femme dans un pays comme la France, qui est un pays extrêmement corrompu depuis pas mal d'années. Donc quand vous arrivez dans ce genre de pays-là, où vous faites connaissance avec le potentiel que vous avez, et que ce potentiel est ni plus ni moins lié à pouvoir détecter des profils même sur image, hein, parce que c'est mon cas, et je suis réputée mondialement pour ça aussi, c'est très embêtant quand on fait en sorte d'infiltrer des personnes qui ne sont pas très, comment dirais-je, correctes dans le pays, malveillantes, qui sont là à des buts peu louables pour notre sécurité, par rapport à notre culture, et qu'on cherche à les infiltrer, et vous avez une personne en face qui détecte sur profil et qui sait exactement en quelques secondes qui c'est. Et ça s'est su. Ça s'est su en très haut lieu, parce que en 2013, c'était l'arrivée du président Hollande, et je devais rentrer au COS, au Centre des opérations spéciales. Il y avait 2 cellules qui voulaient absolument me recruter à tout prix. Mais le COS est dirigé par, régenté, plus exactement, enfin managé, comme vous voulez, par le président de la République et le ministère de la Défense, le ministre de la Défense. Donc mon recrutement, évidemment, a été bloqué. On ne va pas faire rentrer un loup, soit moi, dans la bergerie quand on veut favoriser la corruption. Quelles que soient les bonnes âmes et les professionnels qu'il y ait, au COS et ailleurs. Les têtes avaient décidé autrement. Ça, c'est la première chose. Donc ça dérangeait énormément de se dire qu'on a cette bonne femme-là qui nous enquiquine par rapport à nos dessins que l'on veut faire en France. Donc il faut l'arrêter, il faut la bloquer. L'avocat qui m'a attaqué, parce que c'est un avocat qui m'a attaqué, Maître Martial. Je vous laisse découvrir, si c'est encore possible, parce qu'il n'était pas loin de la retraite, cet homme-là, à mon avis, qui il défendait. Mais vous verrez que c'était une personne qui défendait des personnes extrêmement peu louables, dont des gens qui étaient suspects d'être des terroristes ou de favoriser le terrorisme. Cet avocat était ami de mes clients que je vais appeler la famille B. Surtout du père, parce que la mère ne l'aimait pas du tout. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'avait pas d'enfant, donc ne pouvait absolument pas comprendre la problématique de cette famille d'avoir perdu leur unique enfant. Et parce qu'ensuite, c'était un coureur de jupons, je cite madame, qui d'ailleurs, c'est vrai, courait des jupons de jeunes. Et ils étaient amis avec ce monsieur qui était quelqu'un qui avait une entreprise à Agen, dont le fils devait reprendre la suite, et cette entreprise l'obligeait à être en lien avec beaucoup d'élus, divers et variés, dans son business. Il y avait quelques malversations qui pouvaient se faire, et il m'avait avoué au bout d'un certain temps qu'il s'était fait prendre quelques années avant, avec une valise avec beaucoup d'argent. De mémoire, 300 000 €, en liquide, bien sûr. Et il s'est fait appréhender, et c'est évidemment son avocat qui l'a aidé sur ce coup-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai jamais su. Est-ce qu'il a fait de la prison? Est-ce que je ne l'ai jamais su? On n'a rien trouvé dans la presse concernant cette affaire-là. Ce que je sais, c'est que la personne destinataire de la valise était une personne qui avait réussi dans la vie, issue de certains endroits de Bordeaux, et qui a su qu'il avait été donc dénoncé par Monsieur B.
Ça, je l'ai appris dans le dossier au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que il y avait des coups de fil bizarres dans cette affaire. L'enfant, le jeune homme B, recevait des coups de fil anonymes. Il avait été très enquiquiné par des coups de fil anonymes où on savait que c'était des portables jetables. Et que le jour où il était tué, parce que ce n'est pas un suicide, et je vous le dis encore une fois, ce n'est pas besoin de profiler pour le savoir, le père a reçu lui aussi 1 ou 2 appels exactement de la même nature que le fils. Exactement. Et ça a été terminé. Donc, pour travailler sur cette affaire, j'étais consultante à une époque dans un cabinet qui était en train de déposer le bilan, donc en licenciement économique. Et j'avais travaillé sur une autre affaire avant, qui a été médiatisée. Cette personne avait fait part à tout le monde de la qualité de mon travail. J'avais remis un rapport du reste écrit qui avait été transmis à la police et que ces policiers pensaient que je connaissais les personnes que j'avais profilées suspectes de cette affaire. Et cette personne m'a donc coopté auprès de cette famille-là qui l'avait contactée à plusieurs reprises. Moi, je lui ai dit, s'ils veulent que je travaille avec eux, ils me contactent. Donc, plusieurs mois après, avec des insistances fortes de cette première famille, pour qui j'ai travaillé, je reçois un message de la famille B, dont la femme, qui me dit, écoutez, moi, je suis sûre que mon fils ne s'est pas suicidé. Et alors, il y a une chose, moi, personnellement, je fais souvent, je ne suis pas la seule, dans nos métiers, c'est quelque chose qu'on fait souvent, c'est qu'on écoute la mère. On écoute beaucoup la mère. Si la mère nous dit « je suis sûre de ceci et cela par rapport à mon enfant », on l'écoute. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qui viennent des entrailles d'une mère. Je suis moi-même maman. Et je connais d'autres mamans sur d'autres sujets. Et je pense que toutes les mamans me reconnaîtront là-dedans. On sent quelque chose par rapport à nos enfants. Alors, la première chose que je lui réponds au niveau du mail, je dis, est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous avez des éléments d'enquête? Est-ce que vous avez... etc. etc. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Etc. etc. Elle me dit, j'ai tout le dossier. Je dispose de tout le dossier juridique. Ok, super, ça c'est génial. Et je dis, mais pourquoi vous pensez qu'il ne s'est pas suicidé? Elle me dit, j'ai même pas de lettre. Il ne m'a même pas laissé un petit mot. On était très proches, mon fils et moi. C'était son fils unique. J'ai dit, oui, en effet, ça peut supputer que ce ne soit pas un suicide, mais ce n'est pas suffisant. Elle n'arrivait pas à utiliser les outils Internet, tout ce qui était Internet, tout ce qui était... C'était une femme qui était, comment dire, elle était rabaissée, elle n'était pas mise en valeur, elle avait des potentiels qui n'étaient pas vraiment révélés, un couple pas vraiment uni, contrairement à l'image qu'il voulait donner, contrairement à tout ce qu'il voulait représenter. Mais ce n'était pas vraiment le cas. Elle m'a beaucoup confié de choses d'ailleurs. On a beaucoup parlé toutes les deux quand j'étais chez eux. Elle attendait que son mari parte et elle venait dans la chambre dans laquelle qu'elle m'avait choisie. Et je me rappelle de moments où on était assis sur le tapis, où je lui parlais de plein de choses par rapport à l'enquête et elle s'est confiée à moi. Elle s'est confiée de beaucoup de choses. Je l'aimais bien, cette dame-là. Je l'aimais bien, mais malheureusement, elle était très manipulable et très manipulée. Et beaucoup sous emprise de médicaments. Elle était incapable de pleurer en public. Mais qu'est-ce qu'elle souffrait. Ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Et elle me disait toujours, Nadine, lâchez pas. Le prénom de son fils le vaut bien. Je vous en prie, me lâchez pas pour lui. Ça a été mon erreur. Je n'ai pas réagi en professionnel, j'ai réagi en mère. Ça a été mon erreur. Donc nous décidons de faire une première approche. Je dis, écoutez, vous me payez mon billet de train. Je viens et je vais regarder. Parce que là, comme ça, je ne peux pas savoir, je ne peux pas voir. J'arrive sur place, je suis accueillie par elle. Et je crois qu'il y avait aussi son mari. Je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y avait aussi son mari. Oui, il était là. Et donc, on arrive directement à la maison et d'entrée de jeu, ils me font part d'un ensemble d'éléments, ils me donnent un ensemble d'informations qui déjà me mettent la puce à l'oreille que ce n'est pas dans les habitudes ni de l'enfant ni de la famille
Il y a quelque chose qui ne collait pas. Je les laisse parler, évacuer, etc. etc. Et une fois qu'on a décidé d'aller se coucher, disons que j'épluche tous les documents à ma disposition dans ma chambre, dont un croquis de la scène de crime qui a été faite par les investigateurs, les personnes qui ont travaillé en investigation dessus, qui m'interpellent terriblement. Plus d'autres éléments. Déjà, le dossier a été conclu en hypothèse suicide. Hypothèse suicide. Quel est le parent qui peut accepter une hypothèse? Franchement. Quel est le parent qui peut considérer que le dossier est clos sur une hypothèse? Ça, c'est très étrange. Et là, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment interpellée. Plus ce croquis, plus d'autres éléments. Par exemple, l'arme, qui était lourde, qui était l'arme, elle était planquée sous le lit de l'époux et cassée avec les 2 cartouches dedans. Un fusil cassé, c'est un fusil ouvert, pour ceux qui ne savent pas. Et monsieur ne se rappelait jamais de l'arme en question. Quand madame faisait le ménage dans la chambre de son mari, elle passait l'aspirateur dessous et personne ne s'en préoccupait. Ça faisait des années, ils avaient même complètement oublié que l'arme existait. De fait, cette arme devait avoir énormément de traces ADN, énormément de traces de poussière, etc. etc. Quand on a retrouvé l'arme, il n'y avait aucune trace dessus. Aucune. En pleine forêt. Et il avait légèrement plu la nuit. Une espèce d'orage, vous savez, ces orages où il y a une pluie rapide. Donc on ne peut pas vraiment effacer les traces. C'est pas suffisant. Rien. Il n'y avait rien, sauf 1 millimètre au bout du canon qui correspondait. Il y avait des déjections biologiques dessus, dont l'ADN correspondait à la victime. 0 trace. Ça aussi, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. On doit au moins avoir les empreintes digitales de la victime. On ne les avait pas. Comment il a pu se suicider et nettoyer le fusil après, sachant qu'on n'a retrouvé aucun gant, ni sur lui, ni autour de lui. Et vous allez voir que dans la description de la scène de crime, qui suit, il y a beaucoup de choses qui ne correspondent absolument pas à un suicide, mais plutôt à un homicide. Voici la scène de crime. Ce document est un document qui a été fait par les investigateurs lors de l'enquête du décès du jeune homme. Donc j'ai choisi de vous montrer ce document-là plutôt que d'autres qui pourraient heurter certaines sensibilités, mais afin de vous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'être profiler pour se rendre compte qu'il ne s'agit absolument pas d'un suicide. Donc je vous montre un petit peu le document tel qu'il m'a été présenté par la famille B. Donc nous voyons ici le corps au sol, dans une position très particulière sur laquelle on va après pouvoir en discuter, avec la taille du corps. Nous voyons ici tout l'environnement boisé et l'environnement plus forêt ici, avec un stationnement de parking où nous retrouvons le véhicule ici du père de la victime, qu'il avait interdiction de toucher, garé sur ce parking, qui est un parking dans une forêt, donc il n'est pas du tout bitumé. Le chemin pour y arriver n'est pas non plus un chemin très, très accessible pour des voitures, surtout de ce modèle-là. Et nous avons ici l'arme, donc qui appartient au père. C'est un fusil de mémoire, je ne sais plus si c'est un calibre 12 ou un calibre 16. Je crois que c'est un 12 de mémoire, c'est ça, oui, c'est un 12, il me semble. Qui était une arme très lourde, pour information. Je ne sais pas si on a le poids ici, mais c'est une arme qui était très lourde pour la façon dont elle aurait été portée pour soi-disant le suicide. Alors, toutes les personnes qui savent utiliser des armes savent très bien que lorsqu'on se suicide, il y a une chose qui est importante, c'est que normalement, on n'a pas la force de pouvoir projeter une arme à plus d'1 mètre du corps. Donc ici, de mémoire, nous avons 90 cm entre là et là, et ici, on a plus d'1 mètre de distance du corps. L'échelle, je vous la montre là, elle est à 1/50. Ce qui était écrit dans le rapport. Donc, ça veut dire que la personne avec sa main là, puisqu'il est, celle-ci, pardon, il est droitier, qui a donc mis au niveau du cœur le bout du canon, donc c'est un tir à bout touchant, sachant qu'elle est ressortie plus bas au niveau du début de la colonne vertébrale, c'est-à-dire que le canon, la crosse là, du fusil était plus haute
par rapport au point d'entrée au niveau du cœur, d'accord, hein, vous imaginez. Donc ça veut dire qu'il la tenait en hauteur. Donc la longueur du bras, d'après un balisticien avec lequel nous avons travaillé sur ce dossier-là, m'a dit que c'est tout à fait possible par rapport à la longueur du fusil, mais par contre c'est quand même très difficile de tirer sur la détente dans la position dans laquelle il était et par rapport au poids du fusil, même si c'était un jeune homme qui était quand même assez sportif sans plus, hein. Il m'a dit que quand même le balisticien, c'est faisable, mais c'est très improbable. Donc, le point d'entrée était bien ici, avec le point de sortie là. Donc le fusil, il le tenait en hauteur. Ça veut dire qu'une fois qu'il s'est tiré dessus, il faut qu'il ait eu la force de projeter le fusil à plus d'1 mètre. Là, il n'y a pas besoin d'être profiler pour voir que c'est juste, je sais pas. Là, on n'a jamais vu une chose pareille. Ça paraît vraiment, vraiment improbable. Alors que si la personne qui le tuait se tenait debout, devant, là, ça paraît probable. D'autant que, par rapport la place de la crosse, ce qui est quand même la partie la plus lourde du fusil, hein, c'est ici. Donc, c'est quelque chose qui correspond pas du tout à un suicide. Ça peut pas coller à un suicide. Donc, toutes les personnes qui savent utiliser des armes, personne n'a été capable de me répondre en me disant c'est jouable, c'est possible. Non, personne. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, il se serait suicidé. Donc, est-ce qu'il s'est tenu debout et il est tombé tout de go, tout droit comme ça? Pourquoi pas? Le cœur était complètement détruit par rapport à cela. Mais dans ce cas-là, s'il tombe tout droit, pourquoi il n'est pas tombé sur son fusil? Ce qui est plus courant dans un suicide. L'arme est souvent très proche de la personne suicidée quand elle s'est suicidée. Il n'y a pas d'arme qui est projetée à distance. Ensuite, pourquoi les mains sont dans cette position-là, dans ce cas-là? Est-ce qu'il a cherché à se rattraper en tombant? Il a eu la force donc de redresser ses bras en tombant. C'est un petit peu surprenant. Et il a un genou plié, où là, le numéro 1 et le numéro 2, ce sont des déjections biologiques, c'est-à-dire des traces qui sont liées à des traces qui ont été étudiées, dont l'ADN correspond à la victime. Ce sont des petites traces de sang en fait qui sont à l'arrière. Donc suite au fait d'avoir tiré là, donc les déjections sont sorties par l'arrière sur le genou et sur le pied. C'est très étonnant que ces déjections biologiques, s'il était debout, aient pu arriver aussi loin. Alors que s'il avait été à genoux, là, c'est déjà beaucoup plus probable. Donc ça, c'est la version que j'ai présentée. Qu'il était à genoux. Dans ce cas-là, on aurait pu supposer qu'il posait la crosse de l'arme au sol pour pouvoir tirer sur son cœur, et là, ça aurait encore pu être probable. Sauf que le balisticien montre bien que le point d'entrée est en hauteur au niveau du cœur, sur le téton, mais le point de sortie est beaucoup plus bas, donc ce qui veut bien dire qu'il tenait l'arme en hauteur. Donc pourquoi être à genoux et tenir en hauteur? Ensuite, la position des bras ne correspond pas à quelqu'un qui se tire dessus quand il s'est tiré dessus et qui retombe, mais plutôt une personne qui pouvait tenir peut-être ses bras derrière sa tête ou prier. Je m'en tiendrai qu'à cela par rapport à cette scène de crime, parce que comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'éléments, il y en a beaucoup trop qui ne peuvent valider à la conclusion qui a été émise par la gendarmerie de hypothèse suicide. Je dis bien hypothèse suicide. Donc, vous voyez qu'une hypothèse suicide, c'est inconcevable. C'est totalement inconcevable. Il n'a pas laissé de lettres et il n'y avait pas de raison qu'il se suicide. Il allait reprendre la structure de son père. C'était un étudiant pas forcément brillant, mais pas non plus mauvais. Un très beau jeune homme, gentil, qui avait peut-être fait quelques bêtises, comme tous les jeunes, mais des bêtises vraiment pas méchantes. Des petites choses de gamin que n'importe qui fait. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas... C'est rien d'extraordinaire, bien éduqué, rien à redire. Bon, soi-disant une petite peine de cœur, on n'a jamais eu de preuve là-dessus non plus, puisque j'ai pu interroger cette jeune fille et il n'y avait rien de particulier. Il craquait pour une jeune fille qui, elle, non. Rien de particulier, rien, vraiment aucune raison qui prouve qu'il ait eu envie de se suicider. Son décès a eu lieu la seule fois où ses parents sont partis en vacances. Ce qui laisse à supposer que, donc, il avait une surveillance de tout cela. Et 1 an après que le père ait été appréhendé, avec cette valise remplie de billets. Donc quand on se rencontre et que je vois tous ces éléments-là, le lendemain, après avoir étudié tous ces dossiers qui m'ont mis à disposition, dont certains j'ai eu l'autorisation de les emmener
ainsi que l'ordinateur de l'enfant et ainsi que l'iPhone de l'enfant. C'est eux qui me les ont remis. Je n'ai fait signer aucun document à tort. Mes relations avec madame étaient vraiment bien, étaient très bonnes. On matchait dans le sens où on se comprenait, où je la soutenais beaucoup, je l'aidais beaucoup à comprendre comment faire des emails. Je lui ai écrit une page Facebook en hommage à son fils pour que les jeunes puissent écrire dessus, pour qu'elle évacue aussi. Tout ça n'était pas dans le contrat, hein, bien évidemment. Elle me parlait ou m'écrivait H24, 7 jours sur 7. À cette époque-là, j'ai enterré ma grand-mère en septembre. C'était en 2012. Et ma grand-mère était comme ma mère. Même les jours de l'enterrement, même la veille, elle était constamment à m'appeler. Je répondais. Alors que j'avais vraiment pas envie de lui parler. Que j'étais dans un autre état d'esprit. Et je l'ai fait pour elle. Je recevais des messages tout le temps. Et elle me disait, j'en peux plus de ces hommes. J'en peux plus, ils sont toujours en train de me critiquer. Ils croient que j'affabule, que je dis n'importe quoi, que je suis stupide. Il y a des mails qui prouvent cela. On en a des mails qui prouvent cela. Parce qu'on a tellement échangé qu'on a énormément de mails. Pratiquement tous les jours, pendant presque 4 mois. Pratiquement tous les jours. Et quand j'ai reçu la première injonction, parce que j'ai reçu 2 injonctions correctionnelles, puisque, comme a dit très justement mon avocat, Maître Martial était plus à l'aise avec la presse qu'avec le code pénal, pendant ces injonctions-là, elle m'envoyait des gros bisous par SMS. Elle n'était même pas au courant que son mari, avec Maître Martial, m'avait mis au tribunal. Ce pourquoi ils ne sont pas venus au tribunal, parce qu'elle n'était pas d'accord. Elle ne voulait pas qu'on me mette au tribunal. Il est possible qu'on lui fasse dire le contraire, parce qu'elle est très manipulable. Mais moi, je sais qu'elle n'était pas d'accord. Et c'était sa façon de me montrer qu'elle n'était pas d'accord, en m'envoyant des SMS, gros bisous, 2 SMS. Je me rappelle lui avoir répondu, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous m'avez envoyé au tribunal? Et elle n'a jamais plus répondu. C'était sa façon à elle de me dire, je n'ai pas eu le choix de les laisser faire, parce que c'est eux qui décident. Donc ma relation avec monsieur n'était pas très bonne. Dès le premier jour, nous sommes allés au restaurant le soir, à Agen. Donc je venais d'enterrer ma grand-mère. Il a insulté ma famille. Madame B, si vous avez l'honnêteté, vous en rappelez. Et de dire la vérité, ce serait bien. Il serait temps. Parce que j'ai pas fait ce qu'on a écrit dans la presse. Et vous le savez. Vous le savez très bien. J'ai dit à Madame B, j'étais très mal à table. J'ai dit, monsieur, je ne vous autorise pas à parler comme ça de ma famille. Je ne me permets pas d'insulter la vôtre. Et quoi que vous ayez fait, je ne vous insulterai pas. Il était comme ça. C'était quelqu'un d'assez violent, verbalement. Je pense qu'il pouvait l'être physiquement. Il était odieux. Et en plus, il se permettait de me draguer devant sa femme. Et ça, c'est un de mes partenaires professionnels qui l'a vu. Il me dévisageait de la tête aux pieds. Et quand il me l'a dit, après, je m'en suis aperçue. C'était vrai. Moi, je ne l'avais pas vu, je faisais mon travail. Je ne me suis jamais préoccupée trop de ces genres de choses. Donc ça s'est mal passé. Je voulais reprendre le premier train pour rentrer chez moi et il n'y avait plus de train. Dommage. Parce que je serais rentrée. Et on en serait resté là. Et il n'y aurait jamais eu d'affaire d'agent. Le destin n'a voulu autrement. Et c'est là qu'elle m'a dit, mon fils le vaut bien. Je dis fils, mais c'était le prénom de son fils qu'elle disait. Je vous en prie, mon fils le vaut bien. Pour mon fils, je vous en prie. Elle disait tout le temps ça. Le lendemain, je me rappelle que Maître Martial, je ne sais plus si c'est lui qui avait appelé Maître Martial ou si Maître Martial qui avait appelé mon client. Nous étions présentes, son épouse et moi. Et il avait dit, ouais, tu prends un profiler, c'est encore une lubie de ta femme. C'est quoi cette loufoque de blonde? C'est moi, la loufoque de blonde. Madame B, c'est une très jolie brune. Donc c'était moi. Et ça a été comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à un tel point, c'est que quand on a chiffré, parce qu'on s'est mis d'accord, donc monsieur B m'a dit, écoutez, on va vous faire travailler avec madame. On mangeait une glace quasiment devant chez eux dans un parc, tous les 3. Et il me dit, mais vous facturez combien? Je dis, écoutez, je suis honnête avec vous, je ne sais pas combien vous facturez. Et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que 6 000 €, ça vous convient? C'est ce que me coûte mon avocat. Ça aussi, on m'a interdit de le dire, parce qu'on m'a interdit de dire beaucoup de choses. Mais je ne vais pas tout révéler dans cette vidéo. Et ça, je le dis.
Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur, vous voulez. C'était 6 000 € hors taxe. Donc, on a fait 6 000 € hors taxe. Le chiffre 6 pour certains. Ça me dira quelque chose. Mais il n'arrêtait pas de me dire, vous me coûtez cher, vous me coûtez cher, vous êtes une bonne à rien, vous me coûtez cher. Alors qu'on avait trouvé beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, j'ai fait intervenir beaucoup de monde. Enfin bref, ça n'allait jamais. J'ai dit, écoutez, si c'est comme ça, j'arrête. Non, vous arrêtez pas, vous continuez, etc., etc. C'était tout le temps comme ça, tout le temps. J'en pouvais plus. J'avais d'autres dossiers en cours à droite, à gauche. J'étais minée, mais mon travail se faisait bien à droite, à gauche, mais je finissais par être un peu perdue. En plus des deuils qu'il y avait autour de moi, j'avais du mal à un moment donné à savoir s'il avait raison, s'il n'avait pas raison, et puis sa femme me disait, vous voyez, c'est comme ça qu'il me parle aussi. Moi, je dis, mais pourtant les faits sont là, mais mes collègues disent la même chose, on est tous d'accord sur la finalité du dossier, etc., etc. Elle me dit, oui, mais il est comme ça. Je dis, mais moi, je n'ai pas accepté ce genre de choses. Je n'ai pas à le faire. Donc, nos relations étaient extrêmement tendues, extrêmement mauvaises, et derrière, il avait son ami, avocat, maître Martial, qui le soutenait fortement. Ce dossier-là, donc de ce jeune décédé, il y a quelques trous dans l'histoire, il y a des incongruences, il y a des choses bizarres, mais beaucoup de faits qui ramènent au fait que cet enfant a été plus ou moins surveillé, que cet enfant n'avait aucune raison de se suicider, mais vraiment aucune raison. Donc je vais rester assez discrète sur ce sujet-là, et les parents étaient d'accord avec tout cela, parce que je leur prouvais. Mais quand je dis j'étais aussi le porte-voix des personnes qui travaillaient avec moi, que je contactais au fur et à mesure des besoins de l'enquête, bien évidemment. Top, on arrête le dossier, c'est terminé, affaire classée. Mais ils nous ont tellement harcelés, et lui, il utilisait sa femme pour nous harceler, pour qu'on le fasse. On a dit non. Et on en prenait plein la tête. Et donc, j'ai fini par faire un mail en utilisant mes techniques de profilage, qui étaient uniquement adressées à monsieur, mais avec ces techniques de profilage pour lui faire un effet miroir, en remettant tout ce que j'avais sur le cœur, dont le fait qu'il me critiquait, les 6 000 €, tout ça. C'est pourquoi j'ai mis 60 000. On avait même réfléchi à 600 000. Plus c'était gros, pour qu'il comprenne tellement il était méchant et mauvais, et que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Alors, j'ai sûrement été maladroite, mais en aucun cas dans une intention de travailler avec lui de plus, donc de l'escroquer. Je n'avais rien à faire de lui. C'était terminé. C'était terminé. Affaire classée. Ce qu'il ne voulait pas entendre du reste. Et ça, c'était avant Noël. Mais le mail a été fait en janvier. Parce que j'en avais marre. Parce qu'on en avait marre. Le nombre de fois qu'on a tenté de me tuer. Comme le fait j'hésitais à faire appel. Mon avocat m'a dit, c'est pas la peine, dans 3 jours, on oubliera. Bien sûr. Je me rappellerai de celle-là. Et de toute façon, j'aurais changé d'avocat si j'avais fait appel. Mais juste après, j'ai reçu un coup de fil. J'ai reçu le coup de fil. Vous voulez faire appel? Rappelez-vous que vous avez 2 beaux enfants. Voilà comment on me l'a dit. J'oublierai jamais. J'ai choisi la vie de mes enfants. Sans aucun regret. Je me suis dit, qu'importe ce que les gens diront de moi. Vous pourrez me traiter d'escroc, de tout ce que vous voulez. Je m'en fous. Mes enfants sont en vie. Je n'ai rien à faire de ce que vous pouvez dire. Parce que je savais qu'un jour la vérité sortirait. Je savais qu'un jour la vérité sortirait. Vous savez, le mensonge, c'est très facile de le mettre en place tout de suite. C'est très facile de le mettre en œuvre. C'est très facile de l'appliquer. C'est ultra facile de l'alimenter jusqu'à un certain temps parce que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se contredit. Ça demande beaucoup d'énergie de mentir parce qu'il faut se rappeler de toutes les bêtises qu'on a racontées pour éviter de raconter le contraire. Du reste, en ce moment, avec l'actualité du Covid, on en a un magnifique exemple. C'est exactement ce qui se passe. Exactement. Et c'était pareil sur mon affaire, mais pas que la mienne. Parce que croyez bien qu'il n'y a pas que moi qui subis cela. Et je l'ai appris de plein d'autres personnes dans la défense. Moi, je n'étais pas affiliée à la défense. Et je ne le veux pas. Dans un pays corrompu, vous rigolez? Moi, je ne travaille pas pour la corruption. Et surtout depuis cette époque, quand j'ai vu comment on m'avait traité. Et je vais y revenir après. Je lutte et je chasse cette corruption. Je fais tout pour. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de m'isoler. C'est pour ça qu'on me laisse de côté. Mais en France seulement. Parce que moi, ma réputation est internationale. Je suis reconnue mondialement. Très bien reconnue. Je suis même cotée. Je l'ai appris dernièrement que ça fait des années que je suis cotée. Je l'ai dit dans d'autres vidéos. Et même par des Français.
Parce que tout le monde n'est pas corrompu, heureusement. Heureusement. Donc cet appel-là m'a glacé le sang. Je ne l'oublierai jamais. Il était dans mon bureau. Il était en fin de soirée. Ah non, c'est pas les critiques des journalistes dont certains m'appelaient en me disant « Alors, vous êtes un escroc, profiler, profiteuse, oui, hein, mais vous êtes qu'une abrutie, mais vous vous rendez compte, vous êtes une... » Je vous passe les noms d'oiseaux que j'ai pu entendre de journalistes au téléphone. Mais aucun de ces journalistes ne m'a donné mon droit de réponse. Vous savez que quand vous voulez votre droit de réponse, vous envoyez une lettre recommandée dans les temps. Je crois que c'est 1 mois de délai de mémoire en lettre recommandée avec accusé de réception. Et vous demandez votre droit de réponse. Et on est obligé, selon la loi française, à vous le donner. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a aucun droit de réponse dans les articles de presse? Ça vous a pas tilté, là, les personnes qui me critiquent? Ça ne vous a pas tilté dans la tête? Pourquoi j'ai pas le droit d'un droit de réponse alors que je l'ai bien fait savoir? Pourquoi depuis 7 ans je clame mon innocence? Je l'ai écrit et dit partout autant que je peux. Le procureur a requis la relaxe. Ça, c'est pas écrit dans la presse. Pourtant, il l'a bien dit. J'étais là, hein, et il n'y a pas que moi. Il a requis la relaxe. Autre fait, je n'ai pas fait l'objet d'une garde à vue. Je n'ai pas fait l'objet d'une enquête. Je vais aussi vous poser une question. Comment est-ce possible que cette presse soit aussi haute dans Google au bout de 7 ans? Moi, j'ai la réponse. Mais est-ce que vous connaissez les algorithmes? Vous savez, sur YouTube, vous êtes au courant qu'une vidéo, on peut la bloquer à partir d'un certain nombre de vues quand ça dérange, tout comme on peut l'encenser et faire croire qu'elle a été vue par exemple 1 million de fois, alors qu'en fait, il y a 10 personnes qui l'ont vue, par des algorithmes. Donc merci, parce que j'en serais jamais arrivée où j'en suis aujourd'hui. Mon plus gros merci, c'est au courage de mes enfants, qui ont traversé cela. Aujourd'hui, ça les atteint encore beaucoup moins. Je les aime tellement, je suis tellement fière d'eux. C'est pour eux que je me bats. C'est pour eux et mon défunt mari que j'ai relu. Je me suis beaucoup battue parce que je voulais pas qu'ils portent le nom de Touzeau entaché. Je voulais pas. Même s'ils savaient que j'avais rien fait. C'est pas un problème pour moi. Aucun. J'ai continué à me battre et je continuerai encore et à progresser. Mais merci infiniment parce que vous m'avez donné l'occasion aujourd'hui de dire ce que j'avais à dire. Ceux qui vont voir cette vidéo, si vous ne me croyez pas, ça ne m'atteint pas. Je vous assure, ça ne m'atteint pas. Mais inutile de m'insulter. Parce que c'est vous que vous salissez, c'est pas moi. Je vous le dis gentiment. Quant aux autres, je pense que certains vont avoir des réponses. Ceux qui m'ont soutenu sans se poser de questions, sans quoi que ce soit. Mais merci. Merci parce que c'est une force et une chaleur en moi. On ne s'en prive jamais. Ça fait toujours du bien. Et à ceux qui ne savent pas trop, qui se posent encore des questions, mais c'est bien, pourquoi pas? Laissez faire le temps, parce que je vous assure, les vérités sortent toujours. Comment ça? Ça, on ne sait pas. Et moi, j'ai décidé de ne pas attendre que ça sorte sur moi. J'ai décidé de prendre les devants, au risque et au péril de ma vie. Ça m'est égal. C'est vraiment, ça m'est égal. Parce que je pense qu'aucune autre personne mieux que moi peut au moins l'initier. Parce que je pense qu'un jour, il y a des gens qui vont finir par dire « Mais non, c'était pas de sa faute. Non, c'est pas elle. Elle avait raison. » Et je vais dire à toutes les personnes qui, comme moi, subissent des cyberharcèlements de quelque nature, subissent des fausses affaires de quelque nature, j'en ai dans mes contacts, j'en ai dans mon entourage. Ils le savent, je leur ai dit en privé, mais je vous le redis encore, tenez le coup. Parce que si on nous attaque, nous, c'est qu'on dérange, mais c'est aussi qu'on est bon. C'est qu'on avait raison. Tenez le coup. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien.